Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Vous allez voir, non seulement il n'y a pas d'image, mais il y a du son. Alors vous allez commencer par écouter ceci. Ça dure 2 minutes. Ce lieu que Proust, doucement, anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à ce lieu-là, dès que j'ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois, par lui, cloué sur place, puisqu'après tout, je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le remuer, le bouger, le changer de place. Seulement voilà, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est, pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Je peux bien me laisser fondre au soleil sur la plage. Il sera toujours là où je suis. Il est ici, irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours, que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. C'est la voix d'un homme né il y a 100 ans cette année, mort il y a 42 ans, une voix qui a résonné ici même au Collège de France, mais qui, en ce jour du 21 décembre 1966, s'entendait sur les ondes de France Culture. Michel Foucault, car c'est de lui qu'il s'agit, y prononçait une conférence radiophonique intitulée « Le corps utopique » pour le programme Heures de culture française de Robert Valette, qui consacrait une série d'émissions sur la littérature et l'utopie. C'est vrai que Foucault a toujours entretenu un rapport particulier avec la radio, non seulement comme instrument de diffusion démocratique de la culture, mais aussi comme outil de création intellectuelle. À la fin de l'année 2024, Henri-Paul Fruchot a publié à l'INA, en coédition avec Flammarion et Vrin, un fort volume de plus de 900 pages intitulé « Michel Foucault, entretien radiophonique », rassemblant la retranscription de 63 émissions entre 1961 et 1983. Michel Foucault est invité dans des émissions d'entretien lors de la publication de ses livres, notamment à plusieurs reprises au Lundi de l'Histoire, animé entre autres par Roger Chartier, et surtout à partir d'avril 1966 et de la parution des Mots et des choses. Mais il y propose également des créations radiophoniques originales qui précéderont parfois la parution d'ouvrages. C'est le cas d'une émission passionnante sur Raymond Roussel en 1963, ou pas. Ainsi, du montage commenté qu'il propose en 1964 sur Rousseau, juge de Jean-Jacques, et qui restera inédit. Pour contextualiser cet intérêt propre porté à la création radiophonique, il conviendrait évidemment de rappeler que nous sommes à un moment où les médias de service public, mais aussi la presse en général, sont loin d'avoir développé cette relation de défiance qu'ils entretiennent aujourd'hui avec l'ambition intellectuelle. 1966
Et cette année mirifique, dont Antoine Compagnon a fait le portrait historique, année au cours de laquelle le compte-rendu le plus développé et le plus complexe de Les mots et les choses de Michel Foucault, dont l'apparition provoque une déflagration dans le monde intellectuel et médiatique et fait événement dans la pensée, mais aussi dans l'édition de Sciences humaines, ce compte-rendu, donc, se lit sous la plume de Gilles Deleuze dans le Nouvel Observateur. Mais il y a autre chose. Michel Foucault a, comme bien d'autres en son temps, éprouvé une fascination pour le procédé technique de l'enregistrement des voix. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Duby était dans ce cas, et j'ai personnellement tenté de décrire l'effet que la retranscription de ces cours avait produit sur l'écriture de Georges Duby, dès lors que la trame du texte pouvait capturer le grain de la voix, produisant chez lui cet écrit oralisé si singulier. Notons au passage que l'épistémologie aurait ici tout intérêt à demeurer attentive aux procédures concrètes qui permettent certaines techniques, et pas seulement les techniques du corps, qui font la gestuelle du travail intellectuel. On sait par exemple que le Nagra 4S fait son apparition en 1968 et que c'est lui qui révolutionne le reportage radiophonique, mais on sait peut-être moins que les premières cassettes de magnétophone, le compact cassette de Philips, sont commercialisées à partir de 1964. Et nous parlons d'une génération qui a découvert le magnétophone comme la suivante, l'ordinateur. Et un livre récent de Caroline Müller et Frédéric Claver décrit ce nouvel ordre matériel du savoir que suscite la transformation numérique des pratiques de la recherche historique, dès lors, par exemple, qu'aujourd'hui, aller aux archives signifie y aller photographier des archives que l'on ramène chez soi, ou plutôt dans ce petit chez-soi que constitue notre téléphone portable, qui est à la fois, on va le voir et le comprendre, un miroir et un caveau. Peut-on revenir au magnétophone? Pour le faire, eh bien, il faut bien comprendre que c'est grâce à eux d'abord que l'on peut lire aujourd'hui les cours que Michel Foucault a prononcés ici même. Dans un article du Nouvel Observateur, toujours paru en 1975, un journaliste évoquait l'arrivée du philosophe dans une salle bondée, là c'était avant la rénovation de cet amphithéâtre, la nécessité pour lui d'enjamber des corps pour atteindre le bureau et de repousser les magnétophones pour y poser ses notes. Et à la fin du cours, je cite l'article, Foucault s'arrête, les étudiants se précipitent vers son bureau, pas pour lui parler, mais pour stopper les magnétophones. Pas de question, dans la cohue, Foucault est seul. C'est de cela dont je voudrais aussi parler aujourd'hui, où il sera question, vous l'avez compris, de la lettre et de la voix, de corps utopiques et d'espaces autres, mais aussi de cette manière de creuser une solitude un peu craintive dans la mêlée des foules assemblées. Car il s'agit aussi de jouer de ces effets de distance et de rapprochement qui, on l'a vu ensemble, configurent l'efficace des lieux de pouvoir. Et voilà d'ailleurs ce qui inquiétait vraiment Foucault. Comment faire en sorte que les lieux de savoir ne se réduisent pas à des lieux de pouvoir? Comment déjouer l'impérieuse autorité d'une parole en chair, qu'on pourrait dire bien en chair, comme on dit d'un pouvoir qu'il est bien en place? Comment faire jouer ces espacements du politique dont nous parlions la semaine dernière afin de conjurer la violence du dire? Tout était évidemment déjà annoncé dans l'ordre du discours, sa leçon inaugurale au Collège de France, mais tout renvoyait aussi pour Michel Foucault à un certain phrasé, une certaine manière de poser sa voix, une façon de ne pas la laisser trop longtemps assignée à une position magistrale. Pour lui, cela renvoyait à une interrogation sur le rapport entre l'écriture et l'oralité. Je rappelle que Michel Foucault n'a publié aucun livre en son nom propre entre 1976 et l'année de sa mort,
1984, et qu'il s'interrogeait sincèrement alors sur la possibilité pour lui de cesser d'écrire afin de parler vrai. Et si l'on prend au sérieux ce qu'il disait sur un mode blanchotien dans l'Archéologie du savoir en 1969, je cite, « J'écris d'abord pour n'avoir plus de visage », alors on doit considérer que ne plus écrire, c'est se refaire un visage dans la parole et pouvoir affronter à nouveau le miroir. En 1969, précisément, il avait confié à Claude Bonnefoy un long entretien sur son rapport à la littérature. Il s'y livrait tellement imprudemment par rapport, je veux dire, à la stature académique du philosophe qu'il cherchait peut-être encore à ménager, qu'il avait finalement refusé de le voir publié. Donc c'est pour ça que le texte ne fait pas partie des 10 écrits publiés 10 ans après sa mort, parce qu'il avait été dit, mais pas écrit. Il était archivé à l'IMEC avec interdiction de retranscription, jusqu'à sa parution dans un magnifique volume récent, publié dans la collection Audiographie des éditions de l'EHESS, avec une introduction de Philippe Artière. Le beau danger, voilà le titre. Foucault, dit-il, exerce le métier de professeur, ce qui consiste à parler et à écrire. Et voilà ce qu'il y dit. Je crois que certains ont la merveilleuse possibilité de pouvoir parler d'abord et écrire ensuite sur ce qu'ils ont dit. Malheureusement, je n'ai jamais pu arriver à une aussi agréable et si économique transparence entre la parole et l'écriture. C'est pour moi 2 formes d'activité très différentes. J'écris ce que je ne peux pas dire et j'écris ce que je ne voudrais pas dire. Et je dis ce qu'à coup sûr, je ne voudrais pas écrire. Dans un beau livre intitulé « Une parole inquiète », Guillaume Bellon a montré comment cette défiance vis-à-vis de la violence du dire et la volonté de troubler la fausse transparence entre la lettre et la voix était commune à Foucault et à Barthes, et qu'elle expliquait la forme particulière que prenait leur enseignement au Collège de France. Il est un beau texte de 1974 où Roland Barthes énumère tout ce qui, dans la retranscription écrite des paroles dites, passe à la trappe de la scription, écrit-il. Nous y perdons une innocence qui, parce que la parole est immédiatement théâtrale, est toujours exposée. Je cite, « Ce qui se perd dans la transcription est tout simplement le corps. » D'où un sentiment de perte irrémédiable et de dessèchement. Je cite encore Barthes. « N'est-ce pas la toilette du mort que nous venons de suivre ? Notre parole, nous l'embaumons telle une momie pour la faire éternelle, car il faut bien durer un peu plus que sa voix. Il faut bien, par la comédie de l'écriture, s'inscrire quelque part. » On le comprend d'ailleurs. C'est par un abus de langage que l'on parle des archives de l'INA. L'INA conserve des enregistrements qui sont sans conteste des sources orales, mais les archives, c'est autre chose. Reste que cette question de la voix permet de saisir le rapport entre le corps et le corpus, entre la clôture et l'ouverture du corps et du corpus. Depuis sa mort, le 25 juin 1984, l'œuvre de Foucault n'a cessé de se déployer et de surprendre en s'élargissant. D'abord par la publication, je l'ai dit, de la quasi-totalité de ses articles et conférences publiées de son vivant dans les 4 volumes des dits et écrits en 1994. Enfin, 1994, c'est 10 ans après sa mort, mais on ne publie que ce qui a été publié de son vivant, puisqu'il y avait un testament qui disait « pas d'inédit », ce qui a été évidemment depuis bien souvent trahi. Ensuite, édition régulière de ses cours au Collège de France et ailleurs. Rarement, un auteur disparu ne fut aussi prolixe. On s'était habitué à attendre chaque année, ou presque, le nouveau Foucault. Ce corpus déborde le livre, on le voit bien d'ailleurs, j'allais dire physiquement, à les aligner sur la bibliothèque. À la main, on comprend par exemple que les aveux de la chaire publiés en 2018, comme le tome 4 de l'histoire de la sexualité avec le bandeau trompeur, mais c'était d'une certaine manière le passage à l'acte inédit,
précisément ce qui était interdit de faire, on voit bien, parce qu'il est beaucoup plus gros que les autres, on voit bien que ce n'est pas encore un livre. Il est trop ventru. Il aurait subi l'ascèse philosophique de ce qui n'est encore en son premier jet qu'une philologie. On aurait pu croire qu'en l'imprimant sur papier Bible, je veux dire en le consacrant dans la Pléiade en 2015, on pourrait annoncer la bonne nouvelle, ça y est, enfin, Michel Foucault est mort. Voici pourquoi les foucaldiens sentimentaux comme moi, qui ne peuvent se résoudre à ne plus se laisser tourmenter par les facéties du revenant, redoutaient cette monumentalisation d'une pensée en coffret, aussi froide et triste qu'une descente au tombeau. Mais évidemment, cela ne s'est pas passé comme ça. Ce qu'il y a de constamment nouveau dans la lecture de ce Michel Foucault posthume dont le corps de papier ne cesse de s'amplifier, c'est précisément l'entre-deux livres, la cartographie subtile des passes et des impasses, des courants dominants et des contre-conduites qui amènent toujours ce travailleur acharné à chercher le moyen de penser contre lui-même, à trouver une voie qui lui permette d'échapper à lui-même, c'est-à-dire à son corps, c'est-à-dire à sa voix. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur le rapport que Michel Foucault entretenait avec sa propre voix, travaillée, soutenue, à la limite de la fêterie, vous l'avez entendu, quand elle affecte un faux relâchement, je peux bien me faire aussi petit que je pourrais. Pas comme ça qu'il parlait vraiment, en fait. Suis-je le seul à mieux retrouver la parole de Foucault dans ses transcriptions qu'en écoutant un enregistrement du même cours, s'interrogeait Philippe Roger dans Critique en 2005. Non, je crois qu'il n'est pas le seul. Une voix aussi prend de l'âge. Et pour retrouver l'effet de son phrasé aujourd'hui, sans doute doit-on le réactiver par un montage sonore. Et la restitution n'est peut-être pas l'expression accomplie de la fidélité. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé cette recréation le poète et musicologue David Christoffel dans le cadre du festival Manifeste du Centre Pompidou et de l'IRCAM en 2014. Cette œuvre acousmatique, reprise en 2024, repose sur l'analyse des contours mélodiques et des plis de la voix de Foucault, mais aussi de la compréhension de son art du montage. Et ce qui est donné à entendre dans une pièce que je vais vous faire écouter maintenant, c'est l'élan élocutoire d'une voix qui résonne par percussion. Je veux dire, dont la justesse rythmique du tempo est au service d'une force de frappe qui cogne les articulations, tout en rendant sensible ce que Foucault appelait lui-même le velouté, le feutré de son écriture, qui pourtant ici tranche et incise. Écoutez cet extrait. Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir, comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage, ou les laisser, au contraire, confisquer. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles? Ben, ça serait le désastre social total. Total, il faut bien... Libido dit, comme disent les gens savants. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe. Voici ce que je veux dire. D'une façon d'ailleurs très pathétique, un peu incohérente, contradictoire. C'est-à-dire que... Alors là, je cesse d'être léger, impondérable, etc. Je deviens chose, architecture fantastique et ruinée. Or, d'une façon très curieuse. C'est-à-dire... Non, vraiment, il n'est pas besoin de magie ni de féerie, il n'est pas besoin d'une âme ni d'une mort pour que je sois à la fois opaque et transparent, visible et invisible, vie et chose. Même, et surtout peut-être alors,
Eh bien, si vous voulez, on pourrait parler. Un peu de temps vient de passer. Que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Alors, je vous rassure, ces temps d'écoute sont défalqués de mon temps d'enseignement. Hein, c'est pour ça que je fais toujours quelques heures supplémentaires par séance, parce que je ne voulais pas vous convoquer pour une séance de 6 minutes qui rattraperait ça. Mais vous avez entendu cette présence insistante du corps dans cette création acoustique de David Christoffel. Je pense que ça permet d'entendre la pensée de la voix de Foucault, pour reprendre le titre de son article paru toujours en 2024 dans la revue Filigrane. Ce montage d'une pensée du montage prend ici en charge, dans sa partie centrale, justement la conférence radiophonique Le corps utopique de décembre 1966, dont vous avez entendu un extrait au début de ce cours, mais qui, électrisé, donne ainsi, à mon avis, un meilleur rendu de l'effet qu'elle devait produire à ce moment-là. Et puis, elle est mixée au début et à la fin par l'entretien que Foucault a accordé le 10 mars 1975 à Jacques Chancel, et oui, pour son émission Radioscopie, cette fois-ci nous étions sur France Inter, où il était question, vous l'avez entendu, de l'effort social pour limiter les effets de cette frénésie de savoir. Ça, c'est quelque chose qui est très propre, justement, à l'ambition culturelle de la radio publique et d'une institution comme la nôtre, le Collège de France, où il dit finalement pourquoi on s'échine à rendre le savoir triste alors que, au fond, chacun évoque ou en tout cas éprouve une libido sciendi, comme disent les gens savants. Vous l'avez entendu. Et d'ailleurs, c'est coupé parce que ici, Michel Foucault ajoutait « les gens savants dont je ne suis pas ». Et moi non plus, d'ailleurs. Je veux dire que je ne cherche pas à faire le savant avec l'œuvre de Michel Foucault, dont je ne suis nullement spécialiste, même si, vous l'avez compris, cette séance un peu particulière aujourd'hui est ma contribution personnelle aux célébrations du centenaire, qui seront ici même essentiellement portées par Didier Fassin à partir du mois de mai. Je me contente, pour ma part, d'animer avec Philippe Artière au Théâtre national de Bretagne, de Rennes, mais vous pouvez voir les vidéos, un cycle de conférences performées intitulé « Un jour avec Michel Foucault », et ce jour est le 19 janvier 1972, un jour où il faisait cours, ici, et pour lequel on peut reconstituer sa table de travail grâce aux archives numérisées du Fonds Foucault à la Bibliothèque nationale de France, et notamment ce que l'on appelle improprement son journal de travail, qui est en fait une compilation chronologique de ses fiches de lecture, mais qui permet effectivement de savoir au jour le jour ce qu'il a sous les yeux. Nous savons donc qu'il est ce jour-là préoccupé par les révoltes dans les prisons, qu'il travaille en parallèle à des cours sur les soulèvements paysans d'Ancien Régime. Ce jour-là, il préparait une séance sur la révolte normande des Nu-Pieds en 1639, cours qui sera plus tard publié sous le titre « Théorie et institutions pénales » et qui l'est aussi sur le chantier du dossier Pierre Rivière. C'est ma contribution personnelle, ai-je dit. Alors passe-t-elle par la langue, par le corps, par la voix? Peut-être ne peut-on écrire vraiment que sur le tempo des airs entendus dans sa jeunesse. Je sais, pour ma part, qu'il imprime toujours sa cadence dans les phrases et que si je veux définir ce qu'est pour moi l'effet Foucault, au plus près de ce que je ressens vraiment, il me faut avouer que c'est un déclencheur de pensée, un embrayeur. Voilà pourquoi je ne vais pas m'aventurer dans cette voie de l'attendrissement, car celui-ci, comme pour tout transport amoureux, n'est jamais bien loin de l'assujettissement. Penser depuis ou penser d'après Foucault, aujourd'hui, ce n'est pas le ventriloquer, c'est tenter de comprendre l'effet actuel de sa pensée. Et c'est d'ailleurs très exactement de cela dont parlait Michel Foucault dans cette conférence où il se disait d'abord enfermé dans son corps, topie impitoyable, vraiment pas beau.
Ce n'est d'ailleurs que plus tard que Foucault finira par se trouver beau, en inventant son style propre d'usage des corps. Regardez des photographies de 1966, quand il dit vraiment pas beau. De fait, le philosophe de 40 ans ne s'est pas encore rasé le crâne, enfin, il y a un truc qui ne va pas. Et si l'on pratique la toilette du mort, et si on s'aventure, on aventure notre regard dans la boîte 80 du fonds Foucault où est conservé le manuscrit de la conférence, on y trouve une phrase plus crue encore, biffée, et par conséquent non dite, une phrase digne de Beckett, je cite, « Cette peau où je suis fourré comme dans un sac ». Qu'entend-on ensuite ? Foucault décrit d'abord l'utopie comme ce qui a le pouvoir ou la vertu d'effacer mon corps. Par la magie ou par la mort, je deviens léger, délié, impondérable comme une âme. Mon corps a disparu comme la flamme d'une bougie qu'on souffle. Mais va-t-il se laisser faire ? Évidemment non. Foucault décrit alors les ressources propres du corps qui a le pouvoir de se rendre à la fois visible et invisible, opaque et transparent, par le masque, le tatouage, le phare, dit-il, mais aussi par le seul fait qu'il organise la perception du monde depuis un lieu, mon corps, que je ne vois jamais entièrement. Puis, Foucault se reprend et se récrit. J'étais sot vraiment de croire que le corps n'était jamais ailleurs, qu'il était un ici irrémédiable et qu'il s'opposait à toute utopie. Et le philosophe d'évoquer alors d'autres usages du corps, la danse, la drogue, la possession, permettant d'être en même temps ici et ailleurs, ou plus précisément d'aller voir ailleurs si j'y suis. C'est ainsi que se reconstruit, dans ce très court texte, ça dure 20 minutes à l'oral, cette idée du corps utopique au sens où mon corps est en fait toujours ailleurs, il est lié à tous les ailleurs du monde et à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. C'est ce que savent les enfants, d'abord, avant d'admettre devant le miroir l'unité de leur propre corps. Que celui-ci ait une épaisseur, un poids, une forme, des contours, bref, qu'il occupe un lieu, on le sait en se regardant dans la glace et en regardant son propre cadavre, ce qui n'arrivera jamais. Bref, on le sait et on ne le sait pas. Mais, je cite encore, c'est le miroir et c'est le cadavre qui assignent un espace à l'expérience profondément et originairement utopique du corps. C'est par cette expérience que nous cessons d'être légers et impondérables. C'est par elle que nous devenons choses. Et Michel Foucault écrit ici « architecture fantastique et ruinée », avant de se reprendre à nouveau et de se souvenir que dans l'acte d'amour dans lequel il y a un regard enfin pour voir vos paupières fermées, mon corps se scelle, se referme sur lui-même et se met à exister, apaisant l'utopie de sa disparition. Et ce sont les derniers mots. C'est pourquoi l'amour est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort, et si, malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici. Une précision sur ce point. Lorsque Foucault décrit le corps, mon corps, comme lieu souverain autour duquel les choses se disposent, ce noyau utopique à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine, eh bien, il adopte, et peut-être de manière ironique d'ailleurs, la position phénoménologique classique, très proche de celle de Maurice Merleau-Ponty. Comme souvent, c'est pour ça que je dis qu'il est peut-être ironique, il est quand même un peu roublard. Parce que 3 ans auparavant, en 1963, il s'est déjà éloigné de cette position.
dans ce livre matriciel qu'est Naissance de la clinique, où il affirme, dans ses derniers paragraphes, que si toute connaissance n'est pas seulement déterminée par la seule autorité des faits, puisqu'elle est dépendante de la corporéité fondamentale qui incarne le cogito en cet endroit du monde où je suis et depuis lequel il y a un proche et un lointain, un dessus et un dessous, une gauche et une droite, un avant et un arrière. Donc ça, c'est la position épistémologique. Ce constat n'est pas une donnée d'essence, mais un construit historique. Et c'est là où tout commence. Et voilà pourquoi on pourrait dire que tout le projet foucaldien procède de naissance de la clinique, qu'il déplie ensuite. Il y montre comment la médecine fabrique le corps en même temps que l'expérience subjective secrète mon corps et qu'il faudrait désormais nouer cette généalogie du pouvoir et cette archéologie du moi. Alors dans ce cas-là, on comprend mieux pourquoi l'œuvre de Michel Foucault résiste obstinément à toute classification par période. Bien sûr, par commodité, on va pouvoir dire 1, 2, 3, d'abord il y a eu l'archéologie des savoirs, puis la généalogie des pouvoirs, puis la problématisation du sujet. Mais comme l'a montré Judith Revel, le tournant éthique du dernier Foucault, celui du souci de soi, ne l'éloigne nullement de l'analytique des pouvoirs, cherche du même élan ce qui nous traverse et nous contraint, et ce qui peut nous libérer des déterminations, une différence possible, une façon de ne pas être tellement gouverné. Tout cela, c'était pour moi l'enjeu du cours de l'année dernière sur le sexe du pouvoir. Alors dans ce cas, l'histoire s'ouvre en permanence à ce qui la déborde. C'est la rencontre inattendue avec la philosophie de Merleau-Ponty. C'est d'autant plus troublant d'ailleurs que la parution récente des inédits de Michel Foucault vient encore déjouer davantage la chronologie de l'œuvre. Donc l'effet Foucault, ce serait ça, une manière de ne jamais descendre au tombeau, de ne pas se voir, ni dans un miroir, ni comme un cadavre, de ne pas se laisser gouverner par son œuvre, de s'en délivrer au sens très concret, bref, de ne pas mourir. Non pour rester en vie, mais pour accéder à la vérité. Pour en prendre la mesure, on va rester campé sur cette mirifique année 1966, qui s'achève donc pour Foucault par ses conférences radiophoniques sur le corps utopique et, on va le voir, les hétérotopies, diffusées les 7 et 21 décembre, mais enregistrées l'une et l'autre le même jour, le 5 décembre. Ce fut une année pour lui assez bien remplie, il a voyagé, il a été à Bucarest, il a été à Budapest, il a commencé le travail d'édition complète des œuvres complètes de Nietzsche avec Gilles Deleuze, il a écrit des textes sur Magritte, surtout sur Blanchot, la pensée du dehors, et ce texte clé paru dans le numéro de la revue Critique qu'il coordonne et qui est consacré à cet écrivain Blanchot qui est encore largement sulfureux, et qui définit très exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette capacité à penser le temps historique du sujet et du pouvoir depuis l'espace. Je le cite, « Cette pensée qui se tient hors de toute subjectivité pour en faire surgir, comme de l'extérieur, les limites. » Mais l'année 66 était dominée par la réception, je l'ai dit, de Les mots et les choses, qui paraît en avril, et par la querelle qui s'ensuit, en pleine effervescence structuraliste. Une chose, en tout cas, est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain, écrivait-il à la dernière page de cette archéologie des sciences humaines. Celles-ci, les sciences humaines, sont donc caractérisées par la naissance de l'homme, qui naît sur les décombres de l'âge de la représentation, celui que donne à voir le tableau de Velázquez, les Ménines, lui-même ayant succédé à l'âge de la ressemblance, qui caractérise la Renaissance. Ainsi se succèdent les épistémés, comme des vagues successives, et Foucault en saisit le mouvement au moment où, et cette fois ce sont vraiment les derniers mots célèbres du livre, on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable. C'est donc cet effacement du visage de l'homme qui précède sa réflexion sur la disparition de son corps dans l'utopie, comme la flamme d'une bougie qu'on souffle. Or,
La presse intellectuelle monte alors en épingle l'opposition entre cette profession de foi anti-humaniste et l'existentialisme sartrien. Les communistes l'attaquent. Les communistes et Sartre, en 1966, c'est pas rien. Dans La Chinoise, de Jean-Luc Godard, qui sort sur les écrans début 1967, on voit l'actrice Anne Wiazemski bombardée de tomates les mots et les choses, déclarant que c'est le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx. Le ton monte. Il faut dire que Foucault se prête un peu au jeu, puisqu'il déclare en juin 1966, dans un entretien paru sous le titre « L'homme est-il mort ?», la critique de la raison dialectique, donc le grand chef-d'œuvre de Sartre, la critique de la raison dialectique, c'est le magnifique et pathétique effort d'un homme du XIXe siècle pour penser le XXe siècle. Toujours cette pensée d'ailleurs un peu rigide, 19e, 20e siècle, chez Foucault, des découpages chronologiques par siècle ou par période. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il est nommé à la faculté de philosophie de Tunis. Jusque-là, il n'avait enseigné qu'en psychologie. Et dès la fin de l'année 66, il s'installe à Sidi Bou Saïd, il regarde les flots. Je voulais avoir avec la mer un rapport immédiat, absolu, sans civilisation, écrit-il dans une de ses lettres. Et pourtant, il lit La Méditerranée de Braudel et d'autres historiens et écrit en février 1967, toujours à son compagnon Daniel Defer, « L'histoire. C'est tout de même prodigieusement amusant, on est moins solitaire et tout aussi libre. » J'avais cité cette phrase dans ma leçon inaugurale, mais je ne savais pas alors, enfin personne ne savait, que durant l'été 66, il avait entièrement rédigé ce livre publié en 2023 sous le titre « Le discours philosophique ». Il s'y applique presque scolairement à répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Puisqu'il vient d'être nommé à une chaire de philosophie, alors il dit « Bah oui, tiens, au fait, qu'est-ce que c'est cet étrange discours qui prétend arriver à la vérité à partir de la vérité du maintenant qui la supporte ?» Je le cite. Ce livre commence par une définition magnifique de l'acte de philosopher comme diagnostic, que précisément les spécialistes de son œuvre attribuaient jusque-là à sa dernière période, et qui paraît donc déplacé ici, ou plutôt comme mise en réserve, en attente, en puissance. Le discours philosophique commence donc par cette phrase que je trouve saisissante. Depuis quelque temps déjà, est-ce depuis Nietzsche, plus récemment encore, la philosophie a reçu en partage une tâche qui ne lui était point jusqu'ici familière, celle de diagnostiquer, reconnaître à quelques marques sensibles ce qui se passe, détecter l'événement qui fait rage dans les rumeurs que nous n'entendrons plus tant nous y sommes habitués, dire ce qui se donne à voir dans ce qu'on voit tous les jours, mettre en lumière soudain cette heure grise où nous sommes, prophétiser l'instant. Alors après, comment, quand on a écrit un livre qui commence comme ça, qui est terminé, complet, on le met dans un tiroir et on n'en parle plus, c'est la puissance, c'est la mise en puissance. Or, c'est très exactement ainsi, la mise en attente d'une pensée à venir, que l'on pourrait entendre la conférence consacrée aux hétérotopies, qui avait été diffusée par France Culture avant celle du 21 décembre, le 7. Alors, que dit Foucault ? D'abord, justement, il fait un diagnostic sur le présent. Le dit, et on le comprend mieux quand on a saisi que voilà, on est en décembre et qu'il a déjà écrit cette phrase sur le diagnostic. Le 19e siècle fut le siècle de l'histoire, le 20e siècle est l'époque de l'espace. Voilà désormais notre hantise. Nous sommes à l'époque du simultané, nous sommes à l'époque de la juxtaposition, à l'époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Voilà un peu tous nos thèmes. Or, tout le monde n'en a pas conscience. C'est pourquoi la plupart des luttes opposent, je cite, les pieux descendants du temps et les habitants acharnés de l'espace. Mais quel espace ? Celui que la modernité nous a légué. Et ici, Michel Foucault a une intuition qui le porte très en avant de la discipline historique. Au Moyen-Âge, écrit-il, l'espace n'était rien d'autre qu'un ensemble hiérarchisé de lieux. Ben ouais.
c'est-à-dire de polarités affectées de différentes valeurs. Ce qui est sous-jacent ici, c'est donc la théorie aristotélicienne du locus qui nous a occupés et qui informe toute la pensée figurative du Moyen-Âge, et Foucault de le commenter en termes de transport. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit du transitus. Il y avait les lieux où les choses se trouvaient placées parce qu'elles avaient été déplacées violemment, et puis les lieux, au contraire, où les choses trouvaient leur emplacement et leur repos naturel. Ces quelques lignes anticipent de manière frappante le spatial turn des études médiévales, dès lors qu'elles considèrent, au fond, l'espace médiéval comme polarisé, et on peut penser aux travaux récents sur les communautés d'habitants qui prennent au sérieux le fait social de l'habiter et le rechargent d'une valeur politique qui s'est aujourd'hui affaiblie dès lors que la modernité prédatrice réduit l'habité au logé. C'est un paradoxe, car la modernité peut être caractérisée par le passage de la localisation à l'étendue. Foucault l'attribue, ce passage, à la révolution galiléenne. On pourrait plutôt, c'est ce que j'ai suggéré, évoquer les mutations de la raison figurative au XVe siècle, mais peu importe, encore une fois, peu importe. Si l'on lit Foucault en historien, ce n'est pas pour y chercher des chronologies, mais des paradigmes. Ce qui vaut pour les objets vaut aussi pour les périodisations. Ce que Michel Foucault a toujours traité avec désinvolture. Un coup c'est l'âge classique, un coup c'est la Renaissance. Tous ces chrononymes sont pour lui sans conséquence. Il n'a jamais cru que la découpe du temps fût un objet bon à penser. La question de la rupture historique, d'ailleurs, ne le concerne pas davantage. Et d'une manière générale, il est tout de même stupéfiant de songer que le philosophe qui a fait le plus penser les historiens de la seconde moitié du XXe siècle a été souverainement indifférent à tous les débats, à toutes les hantises de la profession historienne sur l'histoire du temps présent, notamment dans Foucault. Pas un mot sur la Révolution française, pas un mot sur la décolonisation, pas un mot sur la Shoah. Voilà pourquoi on est d'ailleurs plus à l'aise comme médiéviste, parce qu'on peut plus librement que les spécialistes des hôpitaux du XVIIe siècle ou des prisons du XIXe siècle foucaldiser des problèmes qu'il ne s'est pas posés. Et par conséquent, ne pas avoir à constamment naviguer entre les questions qu'il a formulées et les réponses qu'il a suggérées. En effet, comme tout bon philosophe hulmien des années 50, Michel Foucault était persuadé qu'entre Augustin et Machiavel, il n'y avait rien de bien sérieux à penser. Ce qui, effectivement, pour les médiévistes, laisse de l'espace. Et c'est précisément dans cet écart, ce que j'appelle donc un espacement, que se joue librement et joyeusement l'effet Foucault. Voilà pourquoi il nous permet de repenser en historien la question de l'espace. Et pour ce qui nous concerne ici, au cas où vous pensiez que je l'avais oublié, un espace polarisé par la configuration de lieux de pouvoir. Penser en historien l'espace depuis la capacité des hommes et des femmes en société à y creuser des lieux autres, des contre-espaces. Voilà. Tout part dans ce texte, là encore, qui commence très poétiquement, cette émission de radio, tout part d'une expérience. Nous sommes dans le grand lit de nos parents, un jeudi après-midi, nous dirions aujourd'hui un mercredi, et je cite, « C'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures, et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts, c'est la forêt, puisqu'on s'y cache, c'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps, c'est le plaisir, enfin, puisque, à la rentrée des parents, on va être puni. » N'y voyez pas seulement un enfantillage. Foucault décrit ici la règle des métamorphoses et des analogies par lesquelles, par exemple dans les 1001 nuits, le jardin devient un tapis persan et le tapis un théâtre, par déplacement du rectangle. Mais qu'est-ce qu'une hétérotopie ? Le mot, chez Foucault, renvoie d'abord à une création du langage qui ruine la syntaxe, la logique et surtout l'analogie entre les mots et les choses. Parce qu'au début de la même année 66, c'était justement dans les premières pages de Les mots et les choses que Michel Foucault évoquait
pour la première fois le terme d'hétérotopie. Et c'était à propos de la fameuse encyclopédie chinoise inventée par Borges, où les animaux se distribuent en différentes classes qui ne correspondent nullement à notre habitude de rationalité moderne et occidentale. Donc, l'hétérotopie, c'est, en tout cas dans les mots et les choses, dans la première page des mots et les choses, ce désordre qui fait scintiller les fragments d'un grand nombre d'ordres possibles. La conférence radiophonique sur les utopies réelles, eh bien, au fond, opère le transfert de cette création verbale de l'hétérotopie de l'ordre du discours à celui de l'espace, mais en faisant toujours un fait de langue. On pourrait, d'ailleurs, et c'est passionnant, compliquer encore la généalogie en remarquant que Michel Foucault n'invente pas le mot, mais le déplace, et le déplace depuis le vocabulaire de la clinique. Tiens, hétérotopie désigne en anatomie la position anormale d'un organe ou d'un tissu à l'intérieur d'un corps. Avec ce concept, le fils du chirurgien, comme il se présentait dans le beau danger dont j'ai parlé, pose un diagnostic. Il fait de sa plume un bistouri pour traverser la parole de l'autre, pour reconnaître, pour nommer, pour prescrire. Avec mon écriture, je parcours le corps des autres, je l'incise pour faire apparaître ce foyer de lésion, ce foyer de mal, qu'il appelle aussi, plus loin, ce cœur vénéneux des choses. Mais il est davantage anatomiste que chirurgien, puisque si l'écriture est si liée à la mort, il ne veut pas plus tuer qu'il ne cherche à ressusciter. Bien loin du rêve micheletien, il affirme « Je ne m'intéresse pas du tout au passé pour essayer de le faire revivre, mais parce qu'il est mort. » Et voilà son travail, mettre à jour la vérité de ce qui est mort. Ou encore, ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort, ce n'est pas le frémissement perdu de la vie, c'est le déploiement méticuleux de la vérité. Voici donc se déployer méticuleusement sous sa plume la vérité de tous ces espaces autres. C'est un cimetière, c'est une bibliothèque, c'est une maison close, c'est un jardin, c'est une colonie jésuite au Paraguay, ou, hétérotopie par excellence, ce morceau flottant d'espace, lieu sans lieu, qu'est un navire, qui avait déjà accosté sur les rivages de la folie. On ne doit pas croire la nef des fous. On ne doit pas croire qu'il s'agit toujours d'espace en marge ou de contre-lieu, comme pour l'utopie. La portée protestataire de l'hétérotopie ne se mesure pas à la radicalité de la césure, mais plutôt à sa capacité d'offrir, depuis cet espace du dehors, une alternative crédible à la société qui l'environne. Nous sommes portés vers les marges, vers les bords ombreux des ruines d'avenir, mais en réalité, c'est peut-être de ce renversement des lieux qui nous environnent et qui nous façonnent que l'on doit, au fond, à partir duquel on doit repenser cette manière de faire de l'histoire à partir de l'espace. Écoutez, pour finir ce très bref extrait. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appelle déjà l'hétérotopologie. Eh bien, de cette science qui est en train actuellement de naître, il faut donner les tout premiers rudiments. Vous avez entendu l'effet de dramatisation. Cette science qui s'appelle déjà hétérotopologie. Le philosophe l'a fait advenir magiquement par la voix de sa voix, dans la soudaineté magique, je l'ai dit, du moment où il prophétise l'instant. Et d'ailleurs, il ajoute à l'oral, ce que vous avez entendu, mais ce qui n'est pas dans ses notes, actuellement. Ça se passe actuellement.
Car comment le lire aujourd'hui? Comment surtout poursuivre ce travail qui était, là encore, mis en puissance? L'histoire de la réception de ce texte vaut ici d'être rapidement évoquée parce qu'elle mobilise, là encore, l'écart entre la lettre et la voix. Des architectes avaient entendu Foucault et à la radio, et cela les avait intéressés, et ils lui avaient écrit. Et Foucault avait reçu cette lettre à Sidi Bou Saouid, et elle avait provoqué chez lui un grand éclat de rire. Ça, c'est le Foucault de Paul Veyne. Ainsi aurait-il, à son corps défendant, parlé d'urbanisme, ce qui n'était pas du tout son intention. Mais il accepte, au fond, puisqu'on lui demande de refaire sa conférence, il l'a fait, il accepte de la refaire à Paris le 17 mars 1967, devant le Cercle d'études architecturales. Pas tout à fait la même, d'ailleurs. La forme est plus systématique, moins littéraire. Surtout, le manuscrit retrouvé dans ses archives adjoint une conclusion plus nette en 3 points que je cite. 1. Il s'adresse à des architectes, donc il essaye de... 1. L'espace n'est pas une étendue vide qu'il s'agirait de découper selon le besoin. 2. Ce n'est pas non plus un ensemble de lieux qui s'articulent les uns sur les autres et dont chacun aurait une valeur fonctionnelle, intelligible et comme sacrée. 3. S'il est vrai que dans l'espace concret des hommes, il y a beaucoup d'emplacements qui sont cela et rien que cela, il y a toujours des emplacements qui contestent tous les autres, les dissolvent, abolissent leur stabilité et révèlent par là qu'ils ne sont rien de plus qu'un ensemble mobile de relations. Voilà ce que j'essayais de dire péniblement depuis le début de ce cours. Ainsi, Foucault parle aux architectes. Alors, pas n'importe lesquels, hein. Le cercle d'études architecturales, animé notamment par Pierre Riboulet, l'architecte de l'hôpital Robert Debré à Paris, auteur d'un magnifique livre « Naissance d'un hôpital » qui est tout entier hanté d'ailleurs par l'idée que comment faire pour que ce lieu ne devienne pas un lieu de pouvoir. Tous ces architectes sont engagés dans une voie, on pourrait dire, pour aller vite, antifonctionnaliste, c'est-à-dire qu'ils sont opposés au projet démiurgique de Le Corbusier notamment. Les conférences étaient dactylographiées, mais pas publiées. Celle de Foucault a donc circulé dans les années 70 de manière plus ou moins subreptice, et notamment par extraits résumés dans la revue Architettura de l'historien de l'art Bruno Zevi, puis elle a aussi alimenté la réflexion de Françoise Choët, la grande autrice de La règle et le modèle dont je vous ai parlé, mais aussi des groupes de travail que Michel Foucault rassemble ici, au Collège de France, à partir de 1972, sur l'histoire des équipements collectifs, et notamment l'architecture hospitalière et pénitentiaire. C'est dans ce contexte que paraît le volume paru à Bruxelles en 1979 sur les machines à guérir, dont Antoine Lilti a parlé dans son cours ici même le 18 février à 14h39. Tout est lié, c'en est presque effrayant. Là encore, ce n'est qu'in extremis que Michel Foucault accepte finalement la parution de ce texte l'année de sa mort, en 1984, sous le titre « Des espaces autres », en une version proche de celle du Cercle des architectes, mais sans la conclusion que je vous ai lue et qui est donc inédite. Le texte paraît dans le catalogue d'une exposition du Martin Gropius-Bau de Berlin, consacrée à la rénovation de la ville. La notion d'hétérotopie sert alors aux architectes pour contester la notion même de plan général d'urbanisme. Et c'est ainsi qu'elle fut appropriée aussi par l'école d'architecture de Venise et puis surtout à Los Angeles pour des raisons similaires. Ainsi, la notion d'hétérotopie commençait-elle à faire le tour du monde, et c'est sans doute aujourd'hui, du fait même de sa plasticité, de sa poétique rêveuse, pour les architectes et les géographes, mais aussi pour les chorégraphes, pour les musiciens, les plasticiens, pour les créateurs, la plus productive des propositions foucaldiennes. Et pour nous, qu'allons-nous en faire pour que ces espaces autres
fasse ultimement dérailler le dispositif jusque-là trop bien agencé de ces lieux de savoir, de ces lieux de pouvoir, dans les 3 séances qui nous restent. Qu'allons-nous faire? Certainement pas ventriloquer Foucault, je l'ai dit, ni le lire à la lettre en cherchant à faire l'histoire médiévale des navires, des bordels, des tapis, des jardins ou des miroirs. Encore que les miroirs, pourquoi pas? Et si on jetait, pour finir, un dernier œil sur celui-ci? Je ne vous apprends rien vous le voyez là, ou il faut que je me déplace un peu? Oh, vous voyez. Alors, j'ai rien compris, en fait. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Je me déplace un petit peu. Ouais, voilà. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Ménines de Velázquez ouvrent les mots et les choses par un texte éblouissant qui est aujourd'hui le premier chapitre de ce livre, mais qui a un peu flotté dans sa composition et qui était paru de toute façon séparément en 1965 dans le dernier numéro de la revue Le Mercure de France. Tout l'art de Foucault, dans ces pages, est de faire glisser le regard depuis la position d'esquive du peintre, qui jette un coup d'œil sur son modèle, mais qui, à une seconde près, une fois jeté ce coup d'œil devant lui, pourrait fort bien se laisser à nouveau absorber par la toile. Le regard, donc, glisse vers les tableaux qui, dans le fond, vers l'arrière, regardent le tableau que nous ne voyons pas, et ces tableaux, on ne les voit pas, sauf un seul brille d'un éclat particulier. Son cadre est doublé d'une fine ligne blanche de lumière, car ce n'est pas un tableau, mais un miroir. De toutes les représentations que représente le tableau, il est le seul visible, écrit Foucault, mais nul ne le regarde. Alors, si le regard va encore un peu l'amble et bute sur cet encadrement qui est de porte, eh bien, on voit un homme de profil qui fait irruption dans cette image, censée pourtant donner à voir l'âge de la représentation en son état cristallin. Et comme l'on sait que ce tableau était placé dans le bureau du roi Philippe IV, l'ensemble s'enroule donc autour de ce regard souverain, celui du couple royal, occupant une triple fonction, je cite Foucault, en lui viennent se superposer exactement le regard du modèle au moment où on le peint, celui du spectateur qui contemple la scène et celui du peintre au moment où il compose son tableau, non pas celui qui est représenté, mais celui qui est devant nous et dont nous parlons. Alors exactement, pas vraiment. En 1966, Michel Foucault s'était bien fait charlataner par Jacques Lacan, qui l'avait invité à son séminaire, qui l'avait flatté, qui avait commenté longuement son commentaire des Ménines dans Les mots et les choses. Vraiment, c'est un très bon livre de notre jeune ami. Et dès que le jour où Foucault n'est pas venu au séminaire, bam, il a expliqué à son auditoire hilar que ce petit freluquet de philosophe ne comprenait évidemment, je cite, que dalle à ce qu'était un miroir. On peut lire cela dans le livre 13 du séminaire de Lacan, l'objet de la psychanalyse qui vient de paraître. Mais on peut lire aussi le livre récent de Jérémy Köring, Enquête sur les Ménines, Velázquez et le regard du roi, où il prend le point de vue des serviteurs. Après tout, le texte de Foucault s'appelle non pas les Ménines, mais les suivantes. À bien des égards, l'art de servir est la base continue du tableau, écrit Köring, et Velázquez peint pour servir le roi, c'est-à-dire, disait Gracian dans El Político, aider le roi à être roi et lui permettre d'apparaître dans sa toute-puissance. C'est cela un lieu de pouvoir? Oui, sans doute. Mais cela peut être aussi cet espace autre où, regardez, pendant que l'on disserte à n'en plus finir sur le regard souverain, les suivantes sont là, dans la place. Elles prennent toute la place. On ne voit qu'elles, si on veut bien y aller voir,
si on veut bien accepter de voir ce que l'on a sous les yeux. On pourrait dire bien d'autres choses en somme, mais je vous laisse lire ou écouter la radio. Je suis sûr qu'il y a des émissions qui vous expliqueront tout ça bien mieux que je ne pourrais vous le dire. Très bonne journée à vous.